Bonjour à tous les éveillés. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour écouter la lecture de vie antérieure d'Emmanuel. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne écoute. À tout à l'heure. Que la vidéo part bien, voilà, et on va dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous regarder. Bonjour tout le monde. Nous sommes le jeudi 5 décembre et nous sommes avec Emmanuel pour sa lecture de vie antérieure. Alors Emmanuel que je connais déjà et parce que nous avons travaillé il y a longtemps, à mes tout débuts, voilà, ensemble. Je pense que tu es l'une des premières personnes à qui j'ai fait une guidance vibratoire en fait, hein, c'est ça hein? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Un joli cadeau de Sophie. Ça marche. Alors là, aujourd'hui, on est sur une lecture de mémoire akashique. Donc, je vais te livrer ce que j'ai, moi, eu quand j'ai travaillé en amont. Et puis après, on va débriefer ensemble. D'accord? Très bien. Alors, en préambule, j'aime bien... Qu'est-ce qui a motivé cette demande, Emmanuel? Qu'est-ce qui motive cette demande? Toujours la même chose, hein, une volonté de mieux me connaître, une volonté d'évoluer, une volonté de comprendre certains schémas me concernant. Voilà, donc c'est un appel de mon âme dans tout ce que je fais et c'est une soif d'évoluer, de me connaître encore mieux. D'accord. Il n'y a pas de problématique du moment? Non. D'accord, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Hein. D'accord. Alors, tout de suite, ce qu'on m'a donné, c'est le fin du XVIIIe siècle. Donc, déjà, on me campe l'époque. Alors, fin 18e, début 19e. Et chose curieuse, ce qu'on me donne jamais, on me donne souvent la date, si tu veux, au moment de la scène. Mais là, on m'a donné ta date de naissance, qui est 1870. D'accord. D'accord. Comment? Non, juste 100 ans avant ma date de naissance de cette incarnation. Ah bah, voilà. Ah bah oui, effectivement. Oui, c'est fou. Bon, c'est un compte rond, on va dire. On m'a dit que c'était l'époque, pour un petit peu situer, des premières voitures. Voilà, tu as assisté dans cette vie à la naissance des premières voitures. On est en Europe, alors c'est bizarre que voilà, ils aient rétréci en fait le périmètre pour arriver à Paris en fait. On est à Paris. Tu es un homme dans cette vie et tu es un homme important. Tu es un homme qui a de l'autorité. Alors de l'autorité naturelle, mais aussi de l'autorité sociale, au niveau social, hein, socialement parlant. Tu occupes un poste très important. À la scène, au moment où je vois la scène, tu as 35 ans. D'accord? Tu es marié et tu as 2 enfants. On me donne ton prénom. Tu t'appelles Émile. Bah écoute, j'ai 2 enfants dans cette vie actuelle et mon prénom c'est Emmanuel. Donc ça fait quand même pas mal de... Effectivement, oui. Alors, on me dit on me notifie que tu portes un nom à particules, mais on m'a pas donné ton nom. Alors, on va peut-être me le donner là aujourd'hui, mais tu portes un nom avec de quelque chose. Tu habites une grande maison bourgeoise près de la porte de Vincennes. Alors, je ne sais pas si tu connais Paris. Pas du tout. Alors, moi, je connais bien Paris, forcément, puisque j'habite aux alentours et j'ai habité Paris. Et en fait, la porte de Vincennes, c'est un endroit... Tu connais les Aristochats? Oui. Le film, enfin le dessin animé. Oui. Tu vois la dame où elle habite, la dame qui a les chats? Oui, bah, ça remonte à un certain temps, si tu veux, la dernière fois où j'ai visionné ce film. Enfin, je me doute bien. Je regarderai. Oui, regarde, parce que c'est vraiment l'environnement dans lequel j'ai vu ta maison. Et c'est très significatif en fait d'un endroit très pavillonnaire et très bourgeois. Hein? D'accord. On me dit que tu habites donc dans les beaux quartiers. Voilà. Ton épouse s'appelle, on me donne son prénom, elle s'appelle Lucie. Tu portes une grande admiration pour ton épouse. Très très grande admiration pour ton épouse. Elle t'impressionne. Elle t'aide et elle te conseille dans ton travail. Donc c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas avec toi,
mais vous avez tellement un rapport, vous avez un rapport très fort, donc elle se permet, voilà, et puis de toute façon, je crois que c'est sa nature, elle s'autorise à te conseiller, et c'est, on va dire, c'est un petit peu elle qui mène la barque quand même, hein. Alors, ton métier, c'est tu as une usine, toi, en fait. Enfin, une usine. On me précise, c'est une manufacture. Tu es imprimeur. Tu imprimes. Alors, ton métier, c'est ta passion dans cette vie. Et tes parents ne voulaient pas que tu te lances dans ce métier un petit peu hasardeux, tu vois. On me l'a mis entre guillemets, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire que comme tu es d'une bonne famille, ils auraient préféré que tu sois médecin, avocat, enfin juge, enfin je sais pas, quelque chose de notable, et non pas imprimeur, ce qui de leur point de vue est pas. C'est un beau métier. C'est ça, et pas sécure quoi. Donc on m'indique que tu as la passion du papier. Vraiment le papier, la matière du papier, c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Tu aimes l'odeur âcre de l'encre. Tu choisis avec soin les ouvrages que tu publies. En fait, tu publies pas comme ça. Il faut vraiment que tu aies un coup de cœur pour publier. D'accord ? Tu aimes les belles histoires. Donc, tu publies beaucoup, beaucoup de romans, mais peu à peu, tu vas t'engager. C'est-à-dire que tu vas avoir envie de t'engager, pas politiquement, j'ai envie de dire, mais plutôt dans tes idées, en fait. En fait, toi, tu n'as pas l'impression que tu fais de la politique, mais en fait, tu en fais. mais toi, c'est plutôt pour affirmer des idées que tu as. Donc, tu vas plutôt te tourner, là, pour le coup, sur la presse. Hein, ça va plus être le roman ou le dictionnaire ou je ne sais quoi, des ouvrages un peu académiques, mais ça va être plutôt de la presse, d'accord ? Et de la presse qui dénonce des injustices, des vérités sociales, on me dit. Et alors, ton épouse, elle t'encourage dans cette voie. D'accord. D'accord ? Elle-même est issue de la haute bourgeoisie, mais elle a conscience de la condition du peuple, on me dit. D'accord ? Alors, au moment où je vois la scène, tu as 35 ans, vous avez donc 2 enfants, et elle souhaite un 3e enfant. Et toi, t'es réticent à l'idée. Toi, t'es pas pour. Tes 2 enfants, on me dit qu'ils sont assez grands, on me donne leur prénom et leur âge. Tu as un garçon qui s'appelle Justin et qui a 14 ans, et tu as une fille qui s'appelle Apolline et qui a 16 ans. C'est bien les prénoms parisiens. Hein. Ah bon ? Moi, Apolline. Ah oui ? Je sais pas, ouais, peut-être. Donc, tu sais, ces prénoms, j'ai vu une vidéo là récemment où justement, pas qu'ils se moquaient, mais ils parlaient des prénoms que les Parisiens donnaient à leurs enfants. Ouais. C'était des prénoms, un petit truc comme ça, c'était assez rigolo, ça me fait penser à cette vidéo. Ah, c'est des prénoms de l'époque aussi, hein. Voilà, Apolline, je pense que c'est vieux comme prénom, hein. Et toi, tu n'as pas envie de recommencer. Tu as envie vraiment de te consacrer à ta 2e partie de vie, c'est-à-dire vraiment à faut rappeler quand même qu'à l'époque, on devait mourir beaucoup plus jeune que maintenant. Donc, on est vraiment dans ta 2e partie de vie où tu as élevé tes enfants. Enfin, tu es en passe d'élever tes enfants et tu as envie de te consacrer vraiment à autre chose. En fait, voilà, tu te trouves beaucoup trop vieux, on me dit. C'est un désaccord donc avec ton épouse. Et j'ai envie de te dire que c'est le premier désaccord avec ton épouse. Alors, comme tu veux pas la contrarier, et que quand même elle a l'ascendant sur toi, tu cèdes. Donc, elle tombe très vite enceinte. Tu publies de plus en plus de presse engagée. Et la police, alors à l'époque, moi j'ai vu vraiment des policiers... alors c'est rigolo parce que c'est à pied, hein, ils sont à pied, mais c'est vraiment de la police. C'est pas
Tu vois, comme on pourrait avoir la brigade des mœurs ou je sais pas quoi. Oui, Non, oui, c'est voilà, c'est les gendarmes quoi qui viennent chez toi. Et en fait, ils interdisent certains de tes ouvrages. Ton épouse, Lucie, te pousse de plus en plus à publier d'articles qui dénoncent les complots, les injustices sociales et soutenir les mouvements de grève. Alors c'est rigolo parce qu'on est quand même le 5 et on est en plein dedans. Oui, tout à fait. En plein dedans. Et tu fréquentes des gens qui sont... Tu vas, pour pouvoir publier des infos croustillantes, des infos qui sont à la source hein, des injustices, et ben, tu vas te mettre à fréquenter des gens qui sont recherchés par la police et tu vas tirer tes infos de ces gens-là qui ne sont pas, on m'a dit, entre guillemets, très fréquentables. Voilà, exactement. Alors toi, tu es dans... Bon, tu y vas à fond et puis à un moment donné, tu te dis, bon, je vais lâcher un peu de lest parce que tu es harcelé quand même par la police qui t'interdit de toute façon, tu publies un truc, c'est interdit, tu en publies un autre, c'est interdit. Donc tu te dis, bon, je vais lâcher un peu la bride, je vais lâcher du lest. Mais ton épouse derrière te pousse, te pousse, te pousse, te pousse. Tout le temps. Et on est vraiment dans un rapport, et je crois que c'est ça le clou de cette lecture, c'est le rapport que tu entretiens avec ton épouse, en fait. Qui est très... elle a l'ascendant vraiment sur toi. C'est-à-dire que par amour et par... elle t'impressionne, hein, parce qu'elle est très... quand elle discute, elle est très... elle est très cassante au niveau de ses idées. Oui, c'est ça, passionnée, mais il y a plus que de la passion. Je pense qu'elle en fait vraiment un... Elle a quelque chose elle-même, si tu veux, à régler avec la vie. Je sais pas, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, elle est enceinte de 7 mois et demi. Et elle se fait agresser par plusieurs hommes, qui la molestent et qui la menacent par rapport à tes publications. Donc là, tu sens que là, il y a une alerte quand même. Pour toi, il y a vraiment une menace, il y a quelque chose qui se met en route et tu sens que tu dois arrêter. Mais elle lâche pas le bout. Et donc voilà, le truc, c'est que tu n'as aucune volonté avec elle. Tu cèdes en permanence. Même si tu sais que tu as raison. Tes enfants subissent également une mise à l'écart de la part de leurs camarades et ils en souffrent. Mais là encore, ton épouse ne veut pas lâcher. Elle accouche d'une petite fille qui se prénommera Marie. Et tu deviens de plus en plus angoissée. Alors là, tu changes complètement ton comportement. C'est-à-dire que tu vas vivre dans la peur incessante. Tu vas être angoissée. Il y a un 3e enfant qui arrive, il est petit. On continue de te menacer. Et là, tu te dis, comment je vais faire quoi ? Comment je vais pouvoir m'en sortir de toute cette affaire ? Alors, ça va se terminer très très mal. Parce que, alors, tu vis comme ça pendant un bon bout de temps quand même. Parce que je vois la petite fille qui vient de naître, elle marche. Donc, je peux supposer qu'elle a entre 1 an et 2 ans, tu vois. Voilà. Et vous êtes toujours dans la même énergie, c'est-à-dire que ton épouse continue à te... Voilà. Et les menaces grandissent de plus en plus. Et en fait, il y a un incendie qui va se déclarer chez toi. Et en fait, vous allez tous périr à l'intérieur. Donc, pas terrible. Hein. Alors, je pense que l'incendie est criminel. C'est ce qu'on me donne. Et que vous... alors, est-ce que tu souhaites savoir comment ça s'est passé ou... Oui. En fait, je vous vois, vous dormez
Et en fait, je vois un homme, enfin, il y a plusieurs hommes, mais je vois un homme particulièrement aller dans un soubassement de la maison. Alors, je suppose que c'est la cave, quelque chose comme ça, hein, enfin, là où on entrepose des denrées, tu vois, quelque chose comme ça, voilà. Et en fait, je vois cet homme posé comme un... C'est pas une bombe, hein, mais c'est comme un truc de dynamite. Je vois de la poudre, en fait. Et comme dans les films, hein, il allume une mèche et il part. Et en fait, il casse un carreau. Alors, je vois que la pièce où il met l'explosif, on va dire ça comme ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est de la poudre en tout cas. Et ben, il a cassé un carreau pour se faufiler dans ce truc-là. Et vous n'avez aucun système, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas tout ça à l'époque. Donc bon, voilà. J'entends un chien qui crie au loin. Donc je suppose qu'il y a eu quand même une alerte d'un quartier qui devait être un petit peu plus mouvementé qu'autre chose. Mais vous, dans la maison, vous n'avez aucune alerte. Donc vous êtes en train de dormir. On me donne l'heure, il est 11h30. Il y a peut-être une... comme aujourd'hui, non? Oui, 11h30. Comme aujourd'hui. Alors il est 11h30, mais la nuit bien évidemment, donc 23h30 plus précisément. Et vous dormez tous. Et en fait, vous vous apercevez pas du feu qui démarre au sous-sol et qui en fait remonte et prend feu tout doucement. Et en fait, vous n'allez pas mourir de flamme, vous allez mourir asphyxié. Voilà. Et aucun de vous ne se réveille. Donc vous mourrez vraiment dans ce qui n'est pas plus mal, dans le sommeil. Voilà. Mais voilà, bon, c'est pas super, quoi. Non, effectivement. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que t'évoque cette lecture? Ben écoute, pas mal de choses par rapport à ma vie actuelle. Cette histoire de feu, de brûlure, j'en porte quand même les séquelles sur moi, même si c'est pas des brûlures. Ça ressemble à des brûlures, mais ça n'en est pas. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on débriefe hors caméra quand même? Oui. Hein? Oui. D'accord, je vais juste arrêter la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.